Donc, je m'appelle Bahar Makoy. Je suis à la base journaliste. Je suis journaliste en freelance, donc je travaille pour plusieurs médias, dont par exemple France 24 ou France Culture. Et je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie. Parce qu'avec Joséphine, qui est à côté de moi, on a écrit ensemble ce livre. Et on a passé une année à Clichy-sous-Bois. Et on raconte dans ce livre l'histoire de la ville, des lieux, des habitants et de nous ici, 10 ans après 2005 et la mort de Ziad Bouna. Donc moi je m'appelle Joséphine Lebas, je suis la seconde moitié du duo qui a donc écrit Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie. Et je crois que alors je suis journaliste aussi, moi de presse écrite, freelance également, je travaille pour des titres comme Le Monde ou Télérama. Et puis je crois que ce qu'il faut ajouter à nos portraits, c'est qu'on a toutes les deux grandi en Seine-Saint-Denis en fait. Moi j'y suis née à Pavillon-sous-Bois, une ville qui est pas très loin de Clichy, pas limitrophe mais pas loin. Et toi Bahar, tu es née à Téhéran, mais tu as grandi à Rosny-sous-Bois, voilà, encore une ville en bois. Il y a beaucoup de villes en bois en Seine-Saint-Denis, donc voilà, c'est un territoire qui nous est cher parce que c'est celui dont on vient, où on a grandi. On a des amis, des attaches, j'ai beaucoup de souvenirs en fait. Et puis on est revenu y vivre. Ouais, on est revenus y vivre toutes les deux. Voilà. Ouais. On se connaît depuis que moi j'avais 12 ans et toi 14, quelque chose comme ça. 14-15, ouais. Et en fait on s'est rencontrés toutes les deux dans des ateliers d'écriture pour les jeunes de Seine-Saint-Denis. À l'époque organisée par une association qui s'appelait la Fondation 93. Et donc, ils nous faisaient écrire, nous, les jeunes de Seine-Saint-Denis, sur des articles. On écrivait des articles qui étaient publiés dans des suppléments de grands journaux. Il y avait Le Monde, Télérama. Puis ensuite, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans, grâce aux réseaux sociaux. Moi, ce que je prends parfois quand je viens pas avec Bahar, je crois que c'est le 347 qui part du pont de Bondy et qui va jusqu'à Montfermeil. Parce qu'en fait, c'est pas très loin de chez moi. Et c'est un chapitre du livre d'ailleurs qu'on n'a pas finalement gardé parce qu'on avait trop de textes et il a fallu couper. Et c'est terrible parce que je me suis rendu compte en prenant ce bus qui longe la RN3, qui est quand même une nationale très très moche, qu'elle jalonnait plein d'endroits de ma vie et de la vie de ma famille. C'est-à-dire que je passe devant l'ancienne maternité où je suis née, je passe devant le dispensaire où mon grand-père a été médecin, je passe à côté du funérarium où j'ai vu ma grand-mère pour la dernière fois, je passe près de la maternité où j'ai accouché de mon fils. C'est assez terrible de se dire qu'en fait, ma vie peut se résumer à un ruban de bitume, en plus jalonné de Conforama et de Darty, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Moi, la première fois que j'ai visité Clichy, que je suis venue à Clichy, je devais être en robe de chambre parce que j'étais petite et j'étais malade. Et en fait, mon pédiatre, c'était le docteur Claude Dillin, qui a été après le maire emblématique de la ville. Et en fait, c'est très étrange parce que j'étais pas tant malade que ça, mais j'ai un souvenir très précis de mes parents me mettant dans la voiture donc avec ma robe de chambre et de la montée en fait, parce que de Pavillon à Clichy, bon Clichy c'est sur les hauteurs, donc je me revois très précisément à l'arrière de la voiture et monter vers cette ville, et je revois le docteur Dillin, je revois très précisément la salle d'attente, et je sais pas, c'est très étrange. C'est une personne qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle était je le revois me dire à genoux, mais tu sais, c'est pas grave, ce que t'as, Joséphine, c'est une grosse angine. Et il s'était mis à genoux pour me dire ça. Et ça m'a fait penser à ce que disait Françoise Dolto, qu'en fait, un adulte, il doit toujours se mettre à genoux devant un enfant. Alors, comme elle a été formée par Lacan, ça donne le je, nous. Et je crois que Claude Dillin, c'était vraiment ça. C'était quelqu'un qui savait se mettre à genoux devant les gens, qui savait les écouter. Et c'est une personne que j'ai vue de façon très épisodique,
mais qui a profondément marqué mon enfance, quoi. Et ce qui était terrible, c'était que quand je suis revenue travailler à Clichy, il m'est arrivé de le croiser plusieurs fois, et à chaque fois, ça me mettait dans cet état émotionnel-là. Donc voilà, j'ai un rapport à Clichy lié à la vraiment toute petite enfance, et à quelque chose que je m'explique pas. Il y a une sorte de mystère, voilà, qui entoure cette ville pour moi, enfin qui me met dans un état émotionnel assez étrange. Et ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça te rapproche des Clichy aussi. On a rencontré beaucoup d'autres petits patients, enfin maintenant des grands patients de Claude Dillain. Ouais, puis il y a eu ce moment en fait de l'hommage républicain à Claude Dillain, qui je pense a été le moment où j'ai été le moins professionnelle de ma vie, parce que on était là pour bosser et j'ai pleuré pendant 3 heures, donc heureusement que Barre était là. Et ce qui était incroyable, c'est que il se déroulait, donc c'était juste après sa mort, sur la pelouse devant la mairie. Et on était plein, en fait, comme moi, à pleurer, de gens de ma génération, quoi. Plein de petits patients qui étaient devenus grands, en fait. Et qui pleuraient, non seulement, je pense, un homme politique assez exceptionnel, mais aussi quelqu'un duquel émanait une humanité aussi, je crois, assez exceptionnelle. Et c'était très, très étrange, quoi. Il y avait eu Idir qui avait été joué lors de cet hommage républicain, et puis L'important c'est la rose de Beko. Et en rentrant chez moi, je l'avais écouté en boucle pendant genre 1 heure ou 2. Mon mec devenait fou, quoi. Il comprenait pas pourquoi je m'étais mise à écouter Beko. Et enfin voilà, c'est assez étrange, quoi. C'est très fort, Clichy, pour moi. Mais pour toi aussi, parce que c'est assez symbolique aussi, la façon dont tu y es venue pour la première fois. Pour moi aussi, Clichy-sous-Bois, c'est un souvenir d'enfance que j'ai retrouvé plus tard. J'avais oublié, en fait. Je crois que c'est en 2008, je suis venue à Clichy pour un reportage. Je suis arrivée dans la cité de la Forestière, qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a été détruite, les bâtiments ont été détruits. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que je connais cet endroit, en fait. C'est pas seulement parce que je l'ai vu à la télévision. En fait, je me sentais bien. Et puis le souvenir est revenu. Et j'en ai parlé à mon père. Effectivement, c'était vrai. Je devais avoir, je sais pas, j'imagine 3, 4 ou 5 ans. Et en fait, mon père m'avait emmenée avec lui à Clichy-sous-Bois parce qu'il voulait récupérer une photocopieuse pour photocopier des tracts politiques. Parce que mes parents étaient très engagés, c'était des opposants iraniens. Et je me souviens qu'il m'avait emmenée avec lui à la Forestière et on devait récupérer cette photocopieuse, mais l'ascenseur était en panne. Donc on ne pouvait pas emporter avec nous la photocopieuse. Dans la plupart des villes, il y a ce qu'on appelle un office du tourisme. Cet office du tourisme, il permet aux touristes, aux gens qui viennent visiter la ville, de savoir un petit peu quels sont les endroits emblématiques ou les lieux de patrimoine à aller visiter, quoi. C'est une sorte de repère pour s'immerger au mieux dans la ville. Il s'avère que à Clichy et Montfermeil, il n'y en a pas. Et pour cause, on peut considérer que Clichy et Montfermeil ne sont pas des villes touristiques. Or, nous, notre postulat avec Barre, c'est de dire pourquoi Clichy et Montfermeil, ce ne seraient pas des villes touristiques. Elles ont une histoire, elles ont du patrimoine, elles ont des personnalités à découvrir. Bref, en gros, ces villes, elles ont toutes les cartes en main. Le problème, c'est que, elles pâtissent d'une image pas glorieuse, qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'y aller en escapade, et que 2, les habitants eux-mêmes aiment leur ville et en même temps sont conscients de la stigmatisation qu'elle véhicule. Et l'intègrent complètement. Donc à partir de là, on s'est dit, nous, on va créer ce qu'on appelle l'office du tout-rêve. C'est-à-dire une sorte d'office du tourisme, mais un peu plus onirique. C'est-à-dire que on a envie, nous, de proposer une balade, une déambulation dans ces 2 villes, avec aussi un petit matériel écrit de visite qui soit pérenne, pour que les gens aient envie de s'aventurer sur ce territoire et le découvrent et l'aiment comme nous, et les Clichysois et les habitants de Montfermeil l'aiment aussi.
Et ça, on a envie de le faire avec les habitants, on a envie de travailler ensemble, parce qu'il y a des choses que nous, on a découvertes en écrivant le livre, en venant se balader. Et puis, il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas, il y a plein d'histoires que les Clicchois ont à nous apprendre. Et donc, on a envie de creuser ça ensemble, d'écrire ensemble. Et aussi pour que certaines personnes avec qui on va travailler, on suppose que peut-être les générations les plus jeunes ne connaissent pas l'histoire des plus anciens, peut-être que les plus anciens ne connaissent pas les anecdotes des plus jeunes. Et l'idée, c'est aussi de travailler avec les anciens, des jeunes, des nouveaux arrivants de Clichy-sous-Bois, des gens qui habitent depuis plus longtemps, de mélanger toutes ces personnes-là. Et de lier le patrimonial et l'affectif, en fait. Le patrimonial affectif, et aussi de pouvoir leur permettre d'avoir comment on avait appelé ça, un statut de sachant. Ouais, un statut de sachant, c'est-à-dire que les Clicchois et les habitants de Clichy et de Montfermeil qui font la balade avec nous puissent communiquer un savoir aux personnes qui viendraient d'ailleurs et qui feraient la balade. Voilà. Il y a sur ce territoire de Clichy-Montfermeil une espèce d'ébullition extrêmement... Enfin, moi, je l'ai ressenti sur aucun autre lieu de reportage. C'est-à-dire que c'est un espèce de maelstrom émotionnel tout le temps. C'est-à-dire que, oui, il y a de la pauvreté, oui, il y a de la misère, et en même temps, il y a de la solidarité, et en même temps, il y a une énergie, et en même temps, il y a de la générosité. Et ça vous brasse, ça vous essore, quoi. Mais en même temps, moi, j'ai rarement le sentiment de me sentir aussi vivante qu'ici. Je sais pas pourquoi, parce que ça condense énormément de choses. Je crois que c'est vraiment... De toute façon, Clichy-Montfermeil, je crois que c'est une très bonne micro-façon de regarder la société française.